Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture du mois de mai, déjà, que le temps passe vite. Ouais, tout simplement je vous retrouve pour vous parler de mes quelques lectures, on a du bon, du très très bon, et on a même des petites déceptions. En tout cas, je vous encourage, on l'avait déjà fait une fois, c'était trop bien, à vous taper dans les commentaires vos lectures du mois de mai, ou même du mois d'avril, en tout cas vos coups de cœur récents, vos coups de gueule également. Je lis tout, je réponds à la plupart et ça fait toujours plaisir. Et nous, on perd pas plus de temps avec ma petite tasse de Targaryen. Je vais vous parler de ma première lecture du mois de mai. Une lecture que j'attendais beaucoup et ça fait peut-être partie de ces petites déceptions. On parle de Jurassic League. Alors en réalité, c'est pas une vraie déception, c'est pas une grosse déception, hein. On est sur du Daniel Warren Johnson, évidemment, Juan Gedeon au dessin. Jurassic League, qu'est-ce que c'est pour ceux qui en auraient toujours pas entendu parler, même si je crois que je suis quand même assez chiant là-dessus, notamment si vous écoutez Ex Libris. L'histoire, Daniel Warren Johnson simplement va nous propulser nos héros de la Justice League au temps des dinosaures et tout simplement les transformer en dinosaures. Dessus, vous pouvez reconnaître Batman en dinosaure lui-même. On va y retrouver donc la Justice League qu'on connaît, hein, Wonder Woman, Superman, Aquaman, Flash, Green Lantern. Bref, vous les connaissez, ils vont affronter leurs vilains emblématiques. Tout ça dans la peau de dinosaures. Le principe est simple. Et le premier gros point positif, c'est tout simplement que Daniel Warren Johnson, il se donne à fond dedans. Et tant mieux, parce qu'en vrai, ça repose sur une vanne, une petite phrase, une blague. Et si la Justice League, c'était des dinosaures? D'accord, maintenant, il faut en faire un récit. Et il va à fond dedans. Il ralentit pas, il cherche pas à y aller par quatre chemins. Il fonce dedans. Si on accroche au délire, tant mieux. Si on n'accroche pas, tant pis, on reste sur le bord de la route, mais lui, il continue. Et dès le deuxième point, je dois souligner un truc hyper important qui est la traduction. Et là, il faut remercier Cédric Callas, c'est-à-dire notre commis des comics, puisque la traduction est juste incroyablement drôle. Et je crois que c'est peut-être une des traductions sur lesquelles il a dû le plus s'amuser, parce que tout repose là-dessus. Tout repose là-dessus, c'est-à-dire que l'histoire même repose sur ça. Donc il est d'une importance folle, le traducteur sur cette histoire-là. Et c'est très réussi, félicitations, vraiment, ça participe beaucoup au fait d'apprécier cette histoire et de rire facilement. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de l'histoire en elle-même, de Daniel Warren Johnson? En fait, quand tu t'habitues à la blague, ça devient un peu redondant. Au début, les premiers chapitres, t'es vraiment dans la découverte, t'es en train d'assimiler en fait le délire. Et c'est trop bien, ça passe super vite, on passe un super moment, et c'est trop cool jusqu'à la moitié du récit, vraiment c'est trop bien géré. Évidemment c'est très prévisible parce que le but même c'est que ça reprenne l'histoire de la Justice League. Donc on connaît l'histoire de ce petit homme tombé du ciel qui va venir sauver ses semblables, on connaît l'histoire de cet orphelin qui a vu ses parents mourir sous ses yeux, etc. Tout ça, on connaît. Et du coup, t'es pas surpris par le scénario même. T'es surpris par la vanne qu'il y a derrière, t'es surpris par tout ça. L'intrigue même, on la connaît. Mais là où je suis impressionné, c'est que le rythme, il est vraiment bien foutu parce que au moment où tu commences à t'y habituer, donc je t'ai dit, t'as 2-3 chapitres où t'es vraiment dans la vanne. Quand tu commences à t'y habituer, tu passes un chapitre un peu plus en dessous parce que vraiment tu te dis, wow, c'est bon, les gars, faut avancer là. Et puis, tout de suite après, on te met une vraie intrigue, et là, il y a un vrai truc qui commence. Donc, c'est bien géré, parce qu'au moment où tu commences à t'ennuyer, hop, on te rattrape. Le vrai problème, moi, c'est que je saurais pas à qui le conseiller, parce qu'à la fois, je veux pas le conseiller à des personnes qui connaissent DC par cœur, parce que, encore une fois, ils connaissent toutes ces histoires, mais en même temps, si tu connais pas DC assez, tu passes à côté de plein de vannes. Donc, je sais pas à qui le conseiller, je sais pas pourquoi il a été écrit, ce truc. Bon, je vais conclure en parlant des dessins, évidemment. Vous l'avez compris, c'est dessiné par Juan Gedeon et pas par Daniel Warren Johnson, comme ça a pu être le cas sur Dead Earth, par exemple, ou sur Do a Power Bomb, qui va sortir là bientôt. Qu'est-ce qu'on y perd? Je pense qu'on y perd pas tant que ça. Je m'explique. On voit très bien que Juan Gedeon, il fait partie de la même école que Daniel Warren Johnson. Pour moi, il est un peu en deçà de ce que fait le gars. Mais on garde ces traits très épais, on garde cette même ambiance, cette même dynamique. Pour moi, c'est un peu en dessous, notamment au niveau de l'action. Mais en réalité, en fait, quitte à mettre un autre dessinateur, j'aurais mis autre chose qu'un mec qui a le même trait que Daniel Warren Johnson. Parce que du coup, là, ça souffre de la comparaison. Là, t'as juste envie de te dire, pourquoi il l'a pas fait lui-même? C'est un peu bête. Et du coup,
quitte à avoir un autre dessinateur, moi j'aurais aimé avoir quelqu'un de vraiment différent, quelqu'un qui vraiment rentre dans ce délire-là à fond, qui se permette... J'ai presque eu envie d'avoir un Humberto Ramos, enfin dans ce style très exagéré, très fou, qui a pas peur d'aller loin. Moi j'aurais vraiment pu m'amuser là-dessus, comme quand on a un Scotty Young au dessin des Baby Avengers, un truc comme ça, parce que c'est un gars qui va à fond dedans, et quitte à faire de la parodie, quitte à faire un truc marrant, autant y aller à fond. En bref, si vous savez pas quoi acheter, que vous avez envie de rigoler un petit peu, Jurassic League c'est bien pour vous. Si vous avez déjà une wishlist énorme de trucs qui vous donnent vraiment envie, foncez d'abord là-dessus, et ça vous le prendrez au bon moment, y a pas de doute. Là je bois ma petite gorgée de café parce que je vais parler peut-être beaucoup sur ce prochain titre. Quand Delcourt m'a proposé les titres des prochains mois, je suis tombé sur Télépathe de J.M. Straczynski et je me suis dit trop bien, j'ai trop envie de lire ça en me renseignant un petit peu sur le résumé, etc. J'ai trop envie de lire ça parce que grosso modo J.M. Straczynski, moi je l'ai lu sur Rising Stars à l'époque, que j'avais pas trop apprécié, mais surtout je l'ai lu sur Spider-Man et c'est ma lecture la plus récente avec lui et j'ai adoré ça. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas Straczynski. Je sais que j'ai aussi de Résistance dans la palle, donc je me suis dit peut-être que ça me donnera envie de lire tout ça. Au niveau du résumé, ça me donnait bien envie. En gros, après une éruption solaire, 10% de la population se réveille après 30 minutes de coma, avec la capacité de lire dans les pensées des autres. Ok, ça me chauffe. Et ça, c'est un gros problème que j'ai, c'est que dès que je me fais une idée sur un titre, dès que je me dis ça va être ça et ça va être trop bien, et que c'est pas le cas, je suis forcément déçu. Et en fait, ce titre-là, si je devais en faire une vidéo dédiée, ce serait une occasion manquée. Et c'est trop chiant parce que j'avais trop envie que ça me plaise. Le sujet de la télépathie, pour moi, c'était évident que dans notre monde actuel, il fallait le traiter. Parce que on est dans un monde où on n'arrête pas de nous parler du fait qu'on est surveillé H24 par nos smartphones, qu'on est surveillé par les gouvernements, qu'on est surveillé pour des pubs, pour ça, qu'on a très peu de vie privée, et finalement, le peu de vie privée qu'on a, c'est ce qu'on a dans nos têtes, parce que c'est le seul endroit où on peut pas aller chercher encore. Là, on te dit que ça, c'est fini. Même ce qu'il y a dans ta tête, il y a 10% de la population qui peuvent le savoir, qui peuvent le lire. Mais ce sujet que je trouvais si passionnant, finalement, oui, il est évoqué, oui, il sert de propos de base au tout début, et après, il est totalement éclipsé pour une histoire de super-héros basique. Les personnages qu'on va suivre, c'est grosso modo ceux-là. Donc on a un criminel qui est en prison, qui va s'échapper, et puis un policier, enfin une équipe de policiers. Donc ça, c'est la première chose où je me dis, bah c'est super dommage. Enfin, c'est... Quand t'as 10% de la population, résumer tout ça à un criminel et une équipe de flics, ouais, super. Mais le reste de la population, c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Le criminel, on sait que c'est un bâtard. Les policiers, on sait que c'est des gentils. Super. Enfin, des gentils. Dans cette histoire. Ça aide pas, enfin, je veux dire, c'est si peu, finalement. Ce criminel, là, cette personne afro-américaine, elle est en prison parce qu'elle a assassiné des policiers, justement, qui ont eux-mêmes commis un acte horrible sur une personne afro-américaine. Donc, bavure policière, et lui, il s'est vengé en assassinant ses policiers. Le sujet est hyper épineux, hyper d'actualité, évidemment, mais pareil, c'est très peu évoqué. Et en fait, c'est ça tout le long. Toutes les idées qui pourraient être trop bonnes, elles sont zappées. En fait, au point où ces personnes qui sont télépathes, elles vont développer d'autres pouvoirs qui n'ont plus aucune logique avec la télépathie. On essaie de te l'expliquer, hein, la télépathie, avec les éruptions solaires, les ondes, etc. Il y a une tentative d'explication qui est faite, un peu foireuse entre nous, mais au moins c'est tenté. Mais après, ça n'a plus aucun sens. Enfin, il y a des pyrokinésistes, il y a des télékinésistes, il y a tout ce que vous voulez, mais le rapport avec la télépathie, il est complètement zappé. Et ce truc de vie privée, ça pourrait être trop intéressant parce que tu lis dans les pensées d'une personne dans la rue et tu te rends compte que c'est un mec qui a des pensées de fou, ou alors tu vas sauver la vie d'un gars parce que tu t'entends qu'il est suicidaire et tu vas un peu le réconforter, etc. Bref, pour moi, il y avait plein d'idées à faire sur la télépathie, sur plonger dans le cerveau des personnes. Moi, le cerveau humain, ça me passionne. C'était trop bien. C'est totalement passé à côté. Et vous voulez savoir ce qui est le plus triste ? C'est quand on lit l'épilogue de Straczynski, il nous explique que c'est vraiment son intention de base. Que dans un monde où la vie privée, il nous en parle. Alors pourquoi il a fait ça ?
Je sais pas si une suite est prévue, je crois que oui, je suis vraiment pas sûr. Si c'est le cas, alors peut-être que ce sera exploité dans la suite, en tout cas pour ce tome 1, vraiment pas convaincu de mon côté. Alors là, par contre, je suis convaincu. Là, il faut que je vous parle de Daredevil de Bendis, tome 2, Le Petit Maître. Je vais aller très rapidement parce que c'est une suite, donc grosso modo, je vais reprendre les mêmes propos que pour le 1, pour vous en parler sans spoiler le contenu de ce tome 2. Déjà, ça va commencer par 2-3 chapitres où on va suivre un procès. Tout simplement, un super-héros afro-américain, là aussi, va aller voir Matt Murdock pour lui demander de le défendre lors d'un procès. Et puis après, on va partir sur une autre histoire qui implique plus Matt Murdock et ses ennemis habituels, où là, ça va le pousser dans ses derniers retranchements pour arriver à un épilogue absolument fou où il comprend que ce qu'il fait dans son costume d'avocat au tribunal ou ce qu'il fait dans son costume de Daredevil dans les rues de Hell's Kitchen, ça ne suffit plus, qu'il faut aller un peu plus loin que ça, pour pas trop vous spoiler, et ça conclut là-dessus et ça annonce pour moi un tome 3 absolument incroyable. Bon, vous l'avez compris dans ce résumé totalement objectif évidemment, j'ai absolument adoré ce tome 2 de Daredevil, c'est juste fou. Moi qui me plaignais que dans le tome 1 on n'avait pas assez le côté Matt Murdock et le côté avocat que j'aime beaucoup dans ce personnage, là au moins on est servi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis surtout, vous le savez, j'en parle tout le temps, moi ce qui me passionne dans les histoires, c'est cette notion de bien et de mal. C'est pour ça que j'aime autant le personnage de Daredevil, parce que il est tellement spécial sur cette notion de bien et de mal, sur cette dualité entre Matt Murdock, entre Daredevil, entre l'avocat, le religieux, le super-héros, celui qui casse des bouches, celui qui défend ceux qui cassent des bouches, celui qui accuse ceux qui cassent des bouches, enfin bref. C'est pour moi un personnage hyper intéressant là-dessus, et là, tout est résumé dans ce tome. On comprend tout de cette dualité-là, et on comprend même que là où il commençait à trouver un semblant d'équilibre, finalement, tout est bouleversé, il n'y a plus d'équilibre du tout. Seul point sur lequel je voulais revenir, c'est que ce début-là, dont je vous parlais, le procès, il n'est pas dessiné par Alex Maleev, qui fait toujours sur le reste un travail absolument fantastique. Ça, je vais même pas revenir sur Maleev, parce que vraiment... Regardez la vidéo où je parlais du tome 1, c'est juste exceptionnel, il est juste trop fort et il participe énormément au succès de ce bouquin pour moi. Mais on a, je crois, un autre dessinateur qui arrive sur le début de ce run, puisque c'est Gutiérrez qui va faire le tout début. Et moi je me disais, c'est juste moins bien que Maleev, et c'est un fait, pour moi c'est beaucoup moins bien que Maleev. Mais j'ai pas su si c'était un point positif ou négatif, pour être totalement honnête avec vous. Je sais pas encore. J'arrive pas à savoir si c'est positif ou négatif, parce que en fait ça fait une sorte de scission avec l'histoire principale, on va dire. Et toute cette scission, toute cette dualité, c'est le propos même de Daredevil. Donc ça m'a pas gêné, parce que Maleev, pour moi, il réussit vraiment dans le costume de Daredevil, dans les rues sombres, glauques, lugubres, noires de Hell's Kitchen. C'est vraiment là où, pour moi, on a un Maleev au top de sa forme. Et du coup, ne pas l'avoir sur le procès, c'était pas si gênant que ça. D'avoir un autre dessinateur qui vraiment tranche vraiment avec son style, pareil, pas gênant du tout, parce que ça marche bien. Ça marche bien, moi ça m'a pas dérangé au final, et ça a vraiment fait une coupure qui était peut-être même nécessaire. Donc finalement, point positif, point négatif, je sais pas. Forcément négatif parce que c'est pas Maleev et c'est moins bien. Positif aussi parce que ça sert le propos. Je sais pas trop, vous me direz. Et pour la suite les amis, petite surprise, on va parler d'un manga, peut-être que vous connaissez pas parce que c'est pas si connu, c'est Dead Tube. Alors pour ça, il faut que je remercie le manga assistant et Wayne qui m'en ont parlé depuis un petit moment maintenant, et j'avais envie de me lancer là-dedans parce que ça avait l'air complètement débile. Pour parler du résumé, j'ai directement pris un résumé qui était sur internet parce que je trouvais qu'il était bien fait, et quand c'est fait, autant l'utiliser. Donc on va suivre Mashiya Tomohiro, donc personnage masculin qu'on voit sur la cover, étudiant en 2e année à l'académie AE et qui se balade toujours avec une caméra sur lui. Il est inscrit dans le film club de son lycée, donc voilà, c'est pour ça qu'il a toujours une caméra. Et puis on a un personnage, donc le personnage féminin ici qui s'appelle Mashiro, qui va lui demander de la filmer quoi qu'il arrive pendant 48 heures. Donc de la suivre dans son quotidien et de jamais éteindre la caméra, toujours tout filmer à ce qui va se passer. Au bout de ces 48 heures, notre protagoniste va être témoin d'un meurtre absolument abominable de Mashiro perpétré sur son petit ami à elle.
donc sous les yeux horrifiés de notre protagoniste, et elle lui explique qu'elle participe alors à un petit jeu, tout simplement, dont le principe c'est de faire des vues, d'où le mot d'EdTube, et du coup que le meurtre en fait notamment partie, avec plein d'autres choses bien jolies. Bon, j'ai totalement adoré. Vraiment, c'est d'une débilité folle, hein. Objectivement, je suis même pas sûr que ce soit un bon récit. Je suis même presque convaincu du contraire. Je suis quasi sûr que c'est mauvais, mais j'ai absolument adoré. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est exutoire. Peut-être, ouais, j'arrive pas à expliquer. C'est évidemment très violent. Il y a du sexe, il y a du sang, il y a tout ce que, j'allais dire tout ce que vous voulez. Je suis pas sûr qu'on le veuille, hein, mais en tout cas, il y a tout ça là-dedans. Moi, je vais partir sur la suite parce que vraiment, ouais, il y a ce côté exutoire. Je crois que c'est le bon mot. Ça vient critiquer des trucs qu'on connaît très bien comme YouTube. Vous devez connaître YouTube, j'imagine, puisque vous êtes dessus actuellement. Mais du coup, ça explique un peu tout ça. Et franchement, je me suis attaché aux personnages. Ils sont tous complètement fous, complètement sortis de notre monde, sauf notre protagoniste, qui lui ressemble un peu plus à l'un de nous. Mais j'ai aucun doute que petit à petit, il va s'éloigner de tout ça et il va franchir cette limite du mal dont je vous parlais. Voilà, c'est complètement what the fuck, mais moi ça me convient bien et je voulais une série de mangas un peu comme ça. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. C'est chez Delcourt Tonkam, ça je me l'étais pris d'occasion et je vais continuer parce que c'est vraiment trop cool. Alors les amis, j'ai l'impression que cette vidéo est très très longue, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide. De toute façon, je vais vous parler de Public Domain. Vous l'avez vu, il est disponible à 10 € et ça participe grandement pour moi à dire tout le bien que j'ai pensé de cette œuvre. Je le pense. Alors de quoi ça nous parle, Public Domain? Ça va nous raconter l'histoire de Sid Dallas, dessinateur de super-héros, dessinateur de comics en fait, qui a créé un super-héros qui s'appelle le Domain. Super-héros qui de nos jours est adapté sur les écrans et qui génère des milliards et des milliards, histoire que l'on connaît bien dans notre monde à nous avec d'autres héros. Et donc Sid Dallas, lui, il touche pas grand-chose sur ces adaptations-là. Il est totalement laissé sur le côté dans tout ça, et puis sa famille va commencer à lui en vouloir un petit peu, parce que finalement, s'il se laissait pas faire, peut-être qu'il réussirait à gagner des millions ou des milliards même. Et sa famille, elle a un peu les boules, parce que finalement, Sid, il se laisse un peu faire, alors qu'il pourrait gagner un peu de thunes avec les personnages qu'il a créés. Donc on a notamment son fils un peu fauché qui se dit que mince quoi, il pourrait se faire de l'argent avec ça, sa femme qui finalement le soutient, mais qui commence à lui en vouloir aussi un peu, parce que finalement ils passent à côté d'une vie de rêve tous les deux. Donc hyper touchant. C'est un propos qu'on connaît évidemment, les sociétés qui touchent des milliards en adaptant les récits des Big Two. C'est quelque chose qu'on connaît, c'est notre monde à nous, tout simplement. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont témoigné là-dessus. Je pense à Brubaker par exemple, quand ils ont adapté le Winter Soldier, qui disait qu'il touchait pas grand-chose. Je crois qu'il y a même certains scénaristes qui ont expliqué qu'ils touchaient plus à faire un caméo dans un film que de vraiment, en termes de droit d'auteur, l'utilisation de leur histoire. Tout ça, ça s'explique par le fait que quand ils écrivent pour les Big Two, ils écrivent pour les Big Two, hein, ils écrivent pas à leur nom à eux en fait, hein, ce qu'ils écrivent appartient directement aux Big Two. Donc bref, c'est triste, c'est la réalité dans laquelle on évolue. Et Zdarsky nous sort du coup une petite histoire là-dessus. C'est écrit et dessiné par Zdarsky. Avant de revenir sur les dessins, je voulais juste parler rapidement des personnages, parce que je trouve qu'ils sont tous assez cool. Franchement, à part les gros directeurs des Big Two, les gros directeurs de cinéma qu'on retrouve dans le récit, où là ils sont des parodies, donc évidemment très peu réalistes. Par contre, la famille Dallas, elle, je la trouve très très cool, notamment du coup les deux personnages principaux que sont le père et le fils. Le père, il est hyper touchant parce qu'il pue la passion pour les comics vraiment, et le fils, t'arrives facilement à se mettre à sa place, et tout ça arrive à une conclusion qui est juste hyper touchante, que j'adore. Au niveau des dessins par contre, c'est là où ça pêche un peu pour moi, parce que si Zdarsky c'est un des scénaristes que j'adore en ce moment et que je vais suivre ces prochaines années, c'est sûr et certain, ça sera pas pour son dessin, hein. Vraiment pas fan de ça, très très simpliste, je trouve pas qu'il ait un trait vraiment vraiment sympa à suivre. J'ai pas kiffé plus que ça. Les décors ils sont juste inexistants et ça aide pas du tout à se plonger dedans.
et encore une fois des regrets, comme je pouvais le dire un peu plus tôt sur un autre récit. Si ça avait été avec un autre dessinateur, j'ai l'impression que l'histoire y aurait gagné, parce que plus c'est réaliste et plus ça fonctionnera. Parce que y a tout pour faire une bonne histoire. Le dessin aurait pu nous plonger encore un peu plus. Donc voilà, je suis en train de découvrir qu'il y a un tome 2 à paraître. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ok, très bien. Bon, je vais juste conclure en disant qu'évidemment pour 10 balles, c'est un récit absolument incroyable. Foncez dessus, voilà, y a tout à prendre. C'est vraiment du très très bon. Et je vais conclure cette vidéo avec le dernier récit dont j'ai envie de vous parler, Marjorie Finnegan, criminel temporel, que j'ai reçu de la part de Black River, mais surtout c'est en regardant un live de Jules et Nico que j'ai eu envie de lire le récit, parce que je pense que c'est Nico qui l'a lu et qui en a dit le plus grand bien. Écoutez, c'est écrit par Garth Ennis, dessiné par Goran Sudzuka. L'histoire, on va suivre deux sœurs, à la fois Marjorie, qui elle, d'une part, est une criminelle temporelle, d'où le titre du récit, qui va voler tout ce qui l'intéresse dans l'espace-temps, voilà, à toutes les époques. Sa sœur, elle, fait partie de la police temporelle et va essayer d'arrêter sa sœur par tous les moyens, surtout qu'elle est un peu revancharde avec elle, parce qu'elle lui a pas rendu la vie facile quand elles étaient petites, donc il y a ce truc-là qui va jouer, mais le jour où le Seigneur du Mal, c'est vraiment son nom, hein, le Seigneur du Mal, va avoir un joli plan à mettre à exécution, eh bien les deux sœurs vont peut-être devoir s'allier. Bon, le premier point positif, extrêmement positif, c'est Garth Ennis. Si vous achetez Marjorie Finnegan pour Garth Ennis, tant mieux, bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est pour ça qu'il faut le lire, c'est pour Garth Ennis. On vient chercher du Garth Ennis, on trouve du Garth Ennis, on a du Garth Ennis, et du bon Garth Ennis, je trouve. Parce que vraiment, il est à tout ce qu'on cherche chez lui, c'est-à-dire qu'il y a de la violence, il y a de l'irréférencieux, il y a du propos sociétal, parce que c'est pas de la violence gratuite non plus. Donc en fait, vous êtes venu chercher du Garth Ennis et vous l'avez. On a un propos politique, on a un propos social, évidemment c'est caché sous des couches et des couches de violence, de sexe, de gore, d'insultes, de tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Et en plus de ça, lui il va venir rajouter des propos vraiment, pour moi très profonds, notamment des propos féministes, bref, il y en a pour tous les goûts dedans. Du coup, encore une fois, si vous aimez Garth Ennis, foncez dessus. Si vous aimez pas Garth Ennis, passez votre chemin, vous trouverez rien d'autre. Pour moi, ce qui m'intéressait, moi, c'était à la fois Garth Ennis et à la fois la SF. Pour moi, les deux ensemble, je me disais, trop bien, deux trucs que j'aime beaucoup. La SF, non, c'est pas un très bon récit de SF, honnêtement. Il y en a des tas et des tas qui sortent tous les mois, qui sont bien meilleurs que ça en termes de science-fiction pure. Le scénario, pour moi, m'a pas transcendé. Ça met à mal pas mal de règles de science-fiction, notamment sur le voyage dans le temps. Ça essaye un peu de se débarrasser des codes de tout ça, tout ce qu'on peut dérégler dans le continuum espace-temps. Et voilà, c'est carrément... Elle a un désemmerdeur, c'est-à-dire un bouton sur lequel elle appuie. Ça ne dérègle plus rien du tout. C'est très peu compréhensible. Et du coup, ça en joue évidemment de tout ça. Ça essaye pas. Je dis pas que ça manque le fait d'être un bon récit SF, parce que ça essaye même pas de l'être, hein. Honnêtement, je pense pas que Garth Ennis il écrit ça pour révolutionner la science-fiction du tout, mais du coup effectivement c'est pas un très bon récit. Et niveau dessin c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça fait le taf, ça suit le délire de Garth Ennis, et tant mieux, mais cet auteur Sudzuka, ouais, je serais pas non plus ravi de le retrouver sur tous les récits que je vais lire à la suite, hein. Vraiment, c'était très bien sur celui-là, j'ai aucun problème avec. C'était pas non plus folichon, quoi. En résumé, j'ai passé un bon moment avec ce récit de Garth Ennis, parce que j'étais venu chercher du Garth Ennis, j'ai eu tout ce qui fait du bon Garth Ennis dedans, tant mieux. Par contre, heureusement que je cherchais pas plus, parce que j'aurais été un peu déçu. Bon voilà, j'ai pas mal parlé, à votre tour dans les commentaires de me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, ce que vous avez adoré, et puis tant que vous êtes en train de défiler sous la vidéo, vous pouvez vérifier que vous êtes abonné ou non à la chaîne. Aujourd'hui, il y a 60% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. N'hésitez pas, franchement, ça soutient de fou la chaîne. Et ça permet de faire toujours plus de vidéos. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, passez une belle semaine. Vous êtes de belles personnes. Ciao tout le monde.